Radio Oloron au cœur des élections. Bien, alors merci aux candidats aux élections municipales à Oloron d'avoir accepté d'être sur les ondes de Radio Oloron. Cela témoigne de la confiance qu'ils ont vis-à-vis d'une petite radio locale de service public. Merci à Patrice Sanchez et au Journal Sud-Ouest de participer au débat. L'objectif de l'émission de ce soir, c'est de permettre aux citoyens oloronnais de voter en étant le mieux informés possible. Messieurs, je souhaite que vous répondrez avec précision à nos questions et puis que vous vous écouterez. Alors, les Oloronnais connaissent bien les candidats, mais Patrice Sanchez, est-ce que vous pourriez en faire un portrait ? Alors, 2 portraits express. Pour commencer, on va vous accorder, Monsieur Luc Béreil, la prime au sortant. Vous êtes maire depuis 2001, vous êtes âgé de 49 ans. Votre carrière à Oloron démarre sur les bancs de l'école de Saint-Cric, puis au collège des Cordeliers. Après des études à l'École nationale des impôts à Clermont-Ferrand, vous devenez fonctionnaire des finances à Paris. Vous démissionnez de la fonction publique peu après votre victoire au cantonal de 88 sous l'étiquette RPR. C'est votre premier mandat, vous l'avez d'ailleurs jusqu'à présent conservé. Vous le remettez en jeu dimanche. Il vous aura en revanche fallu 3 tentatives pour remporter la mairie d'Oloron en 2001. Aujourd'hui, vous occupez également la présidence de la communauté de communes du Piémont-Oloronnais et la vice-présidence du Conseil général. Bernard Uturi, de votre côté, vous êtes un Oloronnais né à Lannes-en-Barétous. Vous êtes âgé de 54 ans. Vous avez suivi les cours de l'ancien collège Ruadou avant de vous rendre à Supervielle et de poursuivre vos études à Pau et à Bordeaux. Vous êtes devenu prof d'éducation physique et depuis 6 ans, vous occupez la direction départementale du sport scolaire. Vous êtes aussi connu pour vos prestations au sein du FCO Rugby, comme joueur en équipe première de 1973 à 1986 ou comme entraîneur et dirigeant. Votre véritable engagement politique remonte à 1995, quand vous partez aux côtés du maire socialiste de l'époque, Raymond Dieste, dont vous avez été l'adjoint chargé des sports de 1995 à 2001. Ces 7 dernières années, vous étiez le leader de l'opposition au conseil municipal d'Oloron et secrétaire de la section locale du Parti socialiste. Monsieur Luc Béret, est-ce que vous ajouteriez quelque chose à votre portrait Non, je crois que vous avez à peu près résumé la situation. Monsieur Uturi ? Non, je crois que c'est bien résumé aussi. Bien, alors donc nous allons faire une émission en 4 parties. Premièrement, parler de la campagne, de l'atmosphère, et puis ensuite de l'aménagement de la vie de la ville et de la vie pour les Oloronnais, donc parler de l'aménagement urbain. Ensuite, on fera le point sur les finances de la ville et puis on terminera sur la façon de diriger la ville. Alors, la campagne est sans doute différente de celle de 2001, Patrice ? On la trouve en effet un peu tranquille, depuis surtout en particulier que le MoDem a fait savoir qu'il ne partirait pas dans la course. Comment vous expliquez ce calme ? On est en effet très loin des polémiques de 2001. Il y a beaucoup moins de listes aussi, vous me direz ? Monsieur Libérey ? Moi, je ne l'explique pas. Je pense que les Oloronnais se recentrent tout simplement sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire leur ville, et que, loin de l'agitation politicienne dans laquelle certains veulent essayer de les plonger, ils considèrent que cette élection est avant tout un enjeu local. Voilà pourquoi ma campagne à moi, elle consiste simplement à aller à leur rencontre. Je n'ai pas besoin d'y passer des heures parce que ça fait 7 ans que je suis sur le terrain avec les Oloronnaises et les Oloronnais. Et tout simplement, bien, nous parlons à la fois de la situation de la ville aujourd'hui, de l'évolution qu'elle a connue depuis cette année et naturellement du projet, des objectifs que nous poursuivrons dans les années qui viennent si nous sommes réélus. Monsieur Uturi ? Oui, mais pour moi, effectivement, la campagne a tout à fait une autre saveur que les campagnes précédentes. C'est une campagne qui est atypique. Contrairement à Hervé Lubéreil, effectivement, je ne suis pas en campagne électorale depuis 7 ans, comme ils viennent de le dire. Donc, nous avons préparé cette campagne depuis maintenant plusieurs mois avec une équipe solide et des capteurs dans toute l'opinion pour mesurer les attentes et les espoirs des Oloronnais, pour mesurer leur désir de changement dans certains domaines, de persistance dans d'autres domaines. Donc, cette campagne est complètement différente de celle de l'année de 2001, où effectivement il y avait eu un accident, non pas un accident démocratique, personne n'a obligé les gens à voter pour Hervé Lubéreil et à voter contre nous en 2001. C'était un épisode démocratique, mais qui était consécutif à un accident de parcours dans notre camp, où effectivement nous nous étions divisés pour des querelles un petit peu stupides, peut-être parce que nous étions aux commandes de la ville depuis trop longtemps et que nous nous posions moins de questions. Donc nous en avons tiré les conséquences. Nous avons
suivi avec attention tout ce qui se passait au niveau du conseil municipal, de la gestion de la ville. Et aujourd'hui, donc, nous avons une campagne qui se caractérise par une union sans faille de notre camp. Et j'apprécie beaucoup de me trouver au cœur d'une liste de gens qui sont compétents, qui sont jeunes, qui sont diversifiés, qui ne sont pas forcément expérimentés en matière de gestion municipale, mais qui ont eu des responsabilités par ailleurs et qui n'attendent que de faire la preuve de leurs compétences sur le terrain. C'est une campagne dans laquelle je me régale, très franchement. Sur la campagne, cette campagne-là, on a l'impression que le thème privilégié de M. Luc Béreil, c'est de dire, de mon côté, c'est le renouveau, le dynamisme, mes adversaires, c'est l'immobilisme, et du côté de M. Uturi, c'est plutôt, moi je suis porteur de valeurs de gauche, je suis une liste de gauche, et en face, j'ai quelqu'un qui est de droite. Oui. Oui. Alors, monsieur, d'abord Uturi, puis après monsieur... Oui, on alterne, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Je vous remercie d'avoir fixé des règles bien précises, parce que ça va donner de la tenue au débat, je crois, et ça va nous permettre surtout, à Hervé Luc Béreil comme à moi-même, d'exprimer notre point de vue sur ce qui est le plus important. Le bilan, c'est important, certes, mais sur ce qui... Il ne faut pas l'oublier, quand même. Non, on ne l'oubliera pas, mais sur... Y compris le vôtre, d'ailleurs, avant 2001. Bon, écoutez, ne commencez pas à transgresser les règles en me coupant la parole. Je ne dis pas des choses essentielles, je dis simplement que je considère que le débat est bien entamé, et ça me fait oublier la question. Alors, je crois que vous avez posé une question sur l'aspect politicien ou politique de la campagne. Écoutez, je constate effectivement qu'en Aquitaine, dans les Pyrénées-Atlantiques et à Oloron, plus personne désormais n'ose se présenter aux élections municipales avec derrière la bannière de l'UMP ou de notre parti de droite. Il est même considéré comme de mauvais goût ou de mauvais ton de parler de politique dès lors que l'on s'approche d'une élection municipale ou que l'on investit la salle d'un conseil municipal. Or, c'est à l'occasion de ces élections municipales qu'il faut être, à mon avis, politique, parce que forcément, les décisions politiques qui se prennent en haut au gouvernement en ce moment, par les amis de monsieur Luc Béreil, ont forcément des déclinaisons au niveau local et des incidences notamment sur le service public, mais on y reviendra peut-être. Donc, nous avons en face une liste qui paraît-il, selon les propos d'Hervé Luc Béreil, contient des gens de droite, des gens de gauche et des gens du centre, avec pratiquement une majorité de gens de gauche. Et dans votre équipe, M. Luc Béreil, il faudra me les présenter parce que nous avons beaucoup à discuter sur les atteintes qui sont portées au social maintenant. Nous avons beaucoup à discuter sur la précarisation du travail avec les gens de gauche de votre liste, que je n'ai pas l'honneur de connaître, en tous les cas, qui ne se dépeignent pas en tant que tels. Nous, notre liste, j'avoue clairement qu'elle est faite par des gens dont plus de la moitié ne sont pas encartés dans un parti politique, dont presque la moitié sont encartés mais dans des partis politiques divers, dont certains sont proches des Verts, en tous les cas nous avons travaillé avec eux, donc ce sont des gens qui sont proches de partis politiques, et puis il y a parmi eux des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique mais qui ne s'échappent pas pour dire qu'ils sont porteurs de valeurs de gauche. Et quand j'indique qu'ils sont porteurs de valeurs de gauche, ce sont des valeurs de générosité, ce sont des valeurs de partage, ce sont des valeurs de solidarité. Je ne veux pas dire par là que la solidarité et la générosité sont des valeurs de droite ou de gauche. Simplement, quand je parle de générosité, quand on parle de générosité à gauche, c'est en général avec la volonté de vouloir changer un système qui entraîne des discriminations et un fossé qui se creuse de plus en plus entre ceux qui peuvent et ceux qui n'en peuvent plus. Quand on parle de générosité à droite, et il y a des gens généreux à droite, et Maïté Richer en faisait partie, il se trouve qu'on est moins enclin à vouloir changer le système qui procure ces discriminations en fonction du fait qu'on ait beaucoup d'argent ou que l'on n'en ait pas. Monsieur Luc Béreil ? Je crois que nous sommes en désaccord fondamental sur la nature des élections municipales ou cantonales. Moi, je considère que refaire un trottoir ou refaire une route n'est pas une affaire de droite ou de gauche, mais est une affaire de capacité à mobiliser les moyens financiers. Par contre, j'observe que dans le discours que vient de tenir M. Uturi, transparaît toujours sa volonté de diviser les gens. Pourquoi faudrait-il toujours qu'il y ait un camp de droite contre un camp de gauche, ou l'inverse ? Pourquoi pas aussi demain les catholiques contre les protestants, et puis je ne sais quelle catégorie contre une autre ? Le rôle de la mairie, la mairie, c'est de rassembler et non pas de diviser. Et je crois que nous avons essayé depuis 7 ans de rassembler tout le monde. C'est pour ça que si M. Uturi trouve que sa liste est plurielle en nous indiquant dans la même seconde qu'elle est composée de gens qui partagent uniquement les valeurs de gauche, notre liste est plurielle en ce sens qu'elle n'a pas plus de militants que la sienne et certainement beaucoup moins, et que par contre, ceux-ci affirment très clairement dans toutes nos réunions publiques et tous les soirs leur appartenance et leur origine. Est-ce que Mme Etchenik, qui est la fille du colonel Mengual, qui a été
été un résistant espagnol bien connu et de droite, il faudra nous le démontrer. Et on pourrait citer comme ça un certain nombre d'autres exemples. Par contre, ce qui nous rassemble à nous, c'est la conviction que le travail effectué depuis 7 ans a été positif pour notre ville, sans arrière-pensée, sans division des gens, et que notre seul parti, c'est ce que nous disons, c'est Oloron-Sainte-Marie. Voilà ce que nous défendons dans cette campagne. Alors ensuite, on me parle des valeurs de solidarité. Moi, je veux tout. Mais encore faudrait-il, monsieur Uturi, que les actes suivent les paroles. Les grands discours, ça c'est facile. Mais les actes, c'est plus difficile. Qui a laissé à la mairie d'Oloron-Sainte-Marie des listes de gens en recherche de logement social insatisfaites à n'en plus finir? C'est quand même vous. Qui a laissé à la mairie d'Oloron-Sainte-Marie des SDF logés dans un taudis à la place de Jacquat, dans un CHU qui n'était même pas digne de porter ce nom? Eh bien, c'est bien vous. Qui a fait que dans nos crèches d'Oloron-Sainte-Marie, on avait des listes de parents qui ne trouvaient pas de solution pour héberger les enfants? C'est bien vous. Qui n'a jamais adhéré au fonds énergie pour permettre aux foyers les plus modestes de pouvoir payer leurs factures de gaz ou d'électricité? C'est bien vous. Qui n'a jamais adhéré et fait adhérer la ville à l'association pour le développement de l'information sur le logement? C'est bien vous. Alors, je veux bien que l'on dise que l'on partage les valeurs de solidarité et de générosité, et je vous rends grâce du fait que vous êtes certainement sincère, mais la différence, c'est que nous avons agi et nous avons réglé ces problèmes. Enfin, je trouve curieux de tenir ce langage lorsque vous annoncez très clairement que vos 2 premières mesures, lorsque vous serez aux affaires, seront de mettre d'abord au chômage la moitié du cabinet de la ville, c'est-à-dire que votre solidarité consiste à grossir les rangs des chômeurs de notre cité, et que deuxièmement, eh bien, j'apprends que vous voulez augmenter les impôts. Je crois que vous devriez savoir, monsieur Uturi, que les impôts, c'est de la taxe d'habitation et que ça touche les plus faibles. Tout à l'heure. Monsieur Luc Béret. Oui, non, Uturi, vous faites une confusion, oui. des genres, une confusion des personnes. Alors, monsieur Luc Béret, qui a fait quoi? Qui s'est occupé de faire venir à Oloron-Sainte-Marie du logement social où le moindre FE3, pardon, s'il vous plaît, où le moindre FE3 coûte 500 à 600 euros par mois? Qui a fait venir à Sainte-Marie des habitants qui, au bout de 3 mois où ils occupaient les locaux d'une résidence Coligny pour le logement social, se sont montés en association et comptent déjà 40 membres pour dénoncer les malfaçons et pour dénoncer l'achèvement des travaux? Qui, à Oloron-Sainte-Marie, a construit à la vitesse éclair des logements à l'îlot Guinemer, qui est une véritable injure sur le plan esthétique, et où les gens sont obligés de déménager maintenant? Nous sommes allés les voir la semaine dernière, nous avions dénoncé ces pratiques-là, nous avions dénoncé le fait que ce soit vilain, le fait qu'ils soient mal logés, nous avions peur de blesser ces gens-là, nous sommes allés les voir, nous sommes tombés sur des gens qui nous ont montré des certificats médicaux parce que leurs enfants avaient de l'asthme, nous sommes tombés sur des gens qui nous ont montré des photos de leur appartement parce que leur appartement était déjà insalubre. Qui, à Oloron-Sainte-Marie, peut parler des carences par les municipalités précédentes en matière de fonds énergie, alors que pas un bâtiment communal n'a été construit avec les normes haute qualité environnementale. Voilà. Qui, à Oloron-Sainte-Marie, peut croire que nous allons licencier la moitié du personnel communal quand nous allons arriver au pouvoir? À Oloron-Sainte-Marie, j'ai dit simplement que 12 personnes étaient affectées à votre communication personnelle pour faire briller non pas la ville de Oloron-Sainte-Marie, mais pour faire briller les élus de Oloron-Sainte-Marie, et particulièrement l'un d'eux, c'est vous. J'ai oublié l'autre jour, c'était la Saint-Modeste, de vous passer un coup de fil, je n'en connaissais pas d'autres. Il ne s'agit pas pour nous de supprimer des emplois à la ville de Oloron-Sainte-Marie, il s'agit simplement, nous étions peut-être lacunaires en matière de communication, mais il s'agit simplement de réduire la voilure des gens qui sont affectés à la communication pour un montant de 380 000 euros, afin de répartir ces gens sur des tâches qui soient plus adaptées aux besoins réels des gens. Bien. Quant aux impôts locaux, je pense que nous y reviendrons quand vous aborderez le volet financier. Il n'a pas été question pour nous de dire que nous augmenterions les impôts locaux immédiatement. Il a été question pour nous de dire qu'il y avait des choix à faire dans le catalogue de vos projets, dans l'inventaire à la Prévert de vos projets et la faisabilité de ces projets, et que, effectivement, vous ne pourriez pas vous-même mettre en œuvre votre projet sans augmenter les impôts locaux, puisqu'un certain nombre d'autres éléments financiers sont à la stabilité, voire à la baisse quand il s'agit des subventions de l'État. On y reviendra. J'observe que M. Uturi est très gêné sur le plan du social. Il essayerait naturellement de faire croire qu'il en a le monopole, mais le monopole, ça n'existe pas. Personne n'a le monopole du social, ni le monopole du cœur. J'observe qu'en termes de logement social, M. Uturi, et moi je me base sur des chiffres, en 21 ans, vous avez construit 189 logements sociaux sur Oloron-Sainte-Marie. Et je ne vois pas en quoi l'immeuble Coligny de la rue Révolte serait moins agréable que l'immeuble Navarro. Mais allez y faire un tour. Qui connaît. Je crois que vous l'avez évité soigneusement pendant votre campagne. J'ai fait un tour, monsieur Uturi, dans cet immeuble. Il se trouve en plus que dans la commission d'attribution de logement, nombreux sont les personnes qui nous demandent à pouvoir y habiter. Oula. Donc là-dessus,
Et ils en sont ravis. Et ils en sont ravis, monsieur Thury. Laissez-moi parler. Vous avez, monsieur, il n'y a pas 36 logements vides. Non, 38. À Coligny, tous les appartements sont pleins. Il y a un F3 qui est à attribuer et la commission se tiendra mardi prochain. Il est attribué à des gens qui déménagent de l'immeuble à côté parce qu'ils sont logés dans des conditions d'insalubrité incroyables. Pas du tout. L'immeuble Coligny est parfaitement salubre. Non, je parle de l'autre à côté. Non, mais l'autre n'est pas du logement social. Et Coligny n'est pas fini. Mais monsieur Thury, je crois que vous ne connaissez pas, pardon de vous le dire, mais vous ne connaissez pas votre ville. Parce que vous sauriez que Coligny, c'est du social et pas les autres immeubles. Alors, nous revenons aux choses qui sont sérieuses. Vous avez construit 189 logements en 21 ans. Je n'accepte pas. Non, mais vous n'acceptez rien, monsieur Thury. Vous n'acceptez même pas que je m'exprime. Alors, je vais m'exprimer, monsieur Thury. Vous avez construit 189 logements sociaux en 21 ans. J'en ai ici la liste. Nous en avons construit 200 en 7 ans. Expliquez-moi si l'immeuble Aiguebert, place de la mairie, n'est pas un immeuble confortable. Il n'y a aucun mouvement de population. Expliquez-moi si l'immeuble Coligny de la rue Révol est un immeuble qui est inacceptable. Il n'y a pas de mouvement dans cet immeuble. Ça ne bouge pas, à part comme tous les ensembles immobiliers. Vous êtes au courant de la situation. Mais non, vous confondez les immeubles. Vous ne savez pas où est c'est Coligny, l'immeuble bleu. Deuxièmement, je considère que vous ne répondez pas aux autres priorités. Vous auriez pu dire aussi, après tout, que nous avons essayé de réhabiliter la HLM de Sègue et qu'un chantier majeur a été effectué au début de ce mandat. Vous auriez pu dire que nous nous sommes occupés des immeubles Navarro qui connaissaient un certain nombre de problèmes, notamment en termes d'énergie. Et puisque vous parlez d'environnement et d'énergie et de HQE, eh bien, nous avons fait les doubles vitrages à Navarro qui n'étaient pas faits jusque-là. Et puis j'observe que pour la petite enfance, vous êtes étrangement muet, de même d'ailleurs que sur l'emploi. Vous oubliez de dire que le taux de chômage est passé de 9% à 6% et qu'on n'y est pas complètement pour rien. Alors monsieur Thury, il ne s'agit pas simplement d'avoir des rodomontades et de prendre ici ou là le mécontentement de telle ou telle personne pour faire monter la mayonnaise en faisant croire que notre ville est au bord de l'implosion. Il s'agit d'être beaucoup plus sérieux. C'est en tout cas ce qu'on attend d'un maire. On n'attend pas de lui qu'il vilipende en permanence le petit détail qui ne va pas. On attend de lui qu'il analyse avec objectivité les choses et qu'il les fasse avancer. C'est ce que nous avons fait. Vous avez mis sur le... Pardon, oui. Monsieur Chat. Essayez de vous dégager de ce ton professoral. Non, mais le professeur, c'est vous, monsieur Thury. J'ai discuté maintes fois avec... C'est vous le professeur. J'ai discuté maintes fois avec des maires qui sont restés longtemps au pouvoir. Vous n'avez que 6 ans de pratique à la mairie. Vous n'avez été jamais maire de Neuilly à 25 ans. Et je peux vous dire, pour avoir discuté souvent avec monsieur Labarrère, de qui, paraît-il, vous empruntez certaines méthodes, qu'il... Pas toutes, monsieur Thury. Faites-moi grâce que sur un certain nombre de plans, je ne partage pas complètement ces engagements. Oui, ça se saurait. Voilà. Il écoutait d'abord les gens avant d'adopter un ton, une question de goût. Un ton professoral que vous adoptez. Vous avez fait du logement, oui. Vous avez fait du logement sécurisé du côté de Pondeil, du côté de la gare, qui est une... C'est le promoteur. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui. Vous avez signé les permis de construire. Du côté de Pondeil, du côté de la gare, c'est une véritable injure aux voisins d'avoir à côté d'eux du logement sécurité à des endroits où la sécurité de ce type-là ne s'imposait pas. Vous avez fait du logement social. Vous avez fait du logement social où une famille d'Oloronais ou de gens qui viennent à Oloron et qui gagnent aux alentours du SMIC, et ils sont nombreux à gagner aux alentours du SMIC, ne peut pas trouver un logement à moins de 600 € pour un F3 quand ils ont 2 enfants, ce qui est un strict minimum au niveau de la surface. En fait, vous avez confié, social ou pas, tout le logement aux promoteurs de la ville qui se sont rués sur la ville d'une manière très significative dès que vous êtes arrivé aux commandes de cette ville en 2002 et dont le principal but des promoteurs, pour qu'ils gagnent leur argent, c'est de construire le plus grand nombre possible de mètres carrés sur le plus petit espace possible. Donc ça donnait lieu à des entassements qui n'ont rien de social, et en matière de logement social, notamment à Coligny, puisqu'on en parle. Et nous avons les pires des craintes pour ce qui va se passer à Sainte-Marie maintenant. En matière de logement social, effectivement, nous avons du logement social à peu près 450 € le F3, mais pour lesquels il était promis qu'ils auraient un garage. Ils n'ont pas de garage, ils ont un box, mais ils ont un box à condition de payer 32 € par mois. Voilà. À Pau, au centre Bosquet, qui est un parking qui est qui contient un certain nombre de parkings qui sont destinés à des résidences de standing. Le box est donné pour 38 € par mois. Alors le logement social que vous avez fait, malheureusement, il est inadapté à la population locale qui ne gagne pas très bien sa vie. Les salaires moyens ne sont pas très hauts à Oloron et beaucoup autour du SMIC. En tous les cas, le paradoxe est fort, reconnaissez-le avec moi, de voir autant de logements vides, et nous faisons l'un comme l'autre suffisamment campagne maintenant pour vérifier qu'un certain nombre de volets sont clos à des heures où ils devraient être ouverts. Nous faisons campagne suffisamment pour vérifier qu'un certain nombre de boîtes aux lettres sont fermées. Ce ne sont pas des gens qui sont en vacances, parce que malheureusement, ce sont des gens qui ne peuvent pas se payer les vacances. Donc
Donc les logements sont vides et en face de ça, nous avons une demande que nous n'arrivons pas à satisfaire de la part de gens dont le salaire tourne aux alentours du SMIC, voire un petit peu plus, qui cherchent un appartement. J'en ai dans ma famille et qui en tous les cas ne se sont pas orientés vers ces structures-là après les avoir visitées parce que d'une part, ils trouvaient que c'était peu esthétique, d'autre part, on pourrait y revenir, ça gâche l'environnement. Et troisièmement, ils trouvent dans du bâti ancien que des gens ont rénové à leur compte des facilités financières pour se loger à moindre coût. Donc le paradoxe est énorme entre cette attente sociale importante en matière de logement et le fait que oui, on ait des logements construits par des promoteurs, que par des promoteurs. La ville a repoussé toute possibilité de prendre à son compte la possibilité de fournir du logement moins cher et ça donne le résultat que je viens de vous indiquer. Monsieur Luc Béreil, votre analyse de la situation donc, de l'immobilier à Oloron. Je crois que le plus gros paradoxe, c'est d'entendre un homme de gauche. Mais il est vrai qu'en ayant participé qu'à une partie des conseils municipaux, il n'a peut-être pas tout suivi. Oui, donnez-moi le nombre de conseils municipaux où je n'étais pas présent. C'est exactement 20%. Oui. 20%. C'est-à-dire que sur les 53 conseils municipaux, vous avez manqué à 20% des conseils municipaux. Écoutez, je vais vérifier ça. Mais je peux vous donner le chiffre. Mais je dois être bien en delà du nombre de conseils municipaux que vous avez ratés pendant votre long purgatoire dans l'opposition. Je vais vous donner le chiffre. Donnez-moi les vôtres alors aussi. Que je vais vous donner. Et pour la communauté de communes, c'est 35% votre chiffre de participation. Bien évidemment. Donc je crois qu'effectivement, la parole n'y circule pas. Un certain nombre de dossiers ont pu passer à côté. Alors, le grand paradoxe, c'est de voir un homme soi-disant de gauche critiquer un élu qui a fait du logement social. Je rappelle que nous en avons fait effectivement plus en 7 ans que vous en 21 ans. Et personnellement, pardon, mais je ne vais pas m'en excuser. Il est vrai que vous oubliez de dire assez aisément, lorsque vous critiquez l'urbanisme de la ville, que celui-ci s'appuie sur un plan local d'urbanisme que vous avez vous-même défini. Parce que je sache, le plan local d'urbanisme de la ville de Oloron, vous l'avez signé 3 mois avant les élections de 2001. Et tout ce qui se réalise aujourd'hui et que vous condamnez, y compris les moyennes surfaces, eh bien c'est ce que vous aviez proposé vous-même et voté dans votre plan local d'urbanisme. Deuxièmement, je ne m'étonne pas, à vrai dire, de vous entendre critiquer le logement social, puisque j'ai le souvenir, et j'en ai ici la délibération, d'une grande séance du 17 décembre 2003, où il s'agissait de construire des logements au lotissement Bitette rue des Églantiers, et où vos colistiers, et j'ai ici les textes, eh bien, naturellement, avaient voté contre, parce que du social, on veut bien en faire, mais chez les voisins, jamais chez soi. Moi, au moins, je le fais au fond de mon jardin. Et ensuite, vous nous proposez finalement que la ville soit promoteur. Mais la ville n'a jamais été promoteur à Oloron-Sainte-Marie du moindre logement social. Vous les avez confiés à la Paloise d'HLM lorsque c'était à Sainte-Marie. Vous les avez confiés à l'Office départemental d'HLM et nous les avons confiés à l'Office départemental d'HLM et à l'Office HLM Coligny. Et vous mesurez la différence. Mais c'est la même chose, ce sont des offices publics d'HLM. Si vous voulez bien, on va peut-être tourner la page sur ce logement. Juste un mot, s'il vous plaît, M. Chancel, juste un mot. Pour vous dire que comparaison n'est pas raison. Et pour vous dire que, preuve à l'appui, ce dossier Guinemer dont vous nous reprochiez de ne pas l'avoir sorti suffisamment tôt de nos tiroirs, il avait fait quand même l'objet d'une étude et l'on pourra vous montrer les maquettes où il était possible, et nous sommes intervenus plusieurs fois en conseil municipal. Au passage, vous étiez bien moins assidu que moi quand vous étiez dans l'opposition au conseil municipal que je ne l'ai été ici, même si des raisons, bien évidemment. Moi, je l'ai mis. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent à peine. Toutefois, ça fait longtemps que vous étiez élu. On vous a dit toutefois, à maintes fois au conseil municipal, que s'agissant de l'îlot Guinemer, et on redit la même chose s'agissant de la confluence, il faudrait éviter une surdensification de la population et des logements à cet endroit-là pour marier du pavillonnaire avec du logement, s'il vous plaît, pour marier du pavillonnaire avec du logement collectif, pour laisser à cet endroit-là, vis-à-vis des gens qui veulent réinvestir le quartier pour y retrouver une proximité des services, la possibilité pour quelques commerçants que vous dénigrez de s'y installer, et également pour laisser un espace pour la flânerie, pour se promener et pour prendre l'air. Or, vous avez fait exactement le contraire. Je regardais encore depuis l'église de Sainte-Croix la perspective de cet espace-là. Il n'y a plus un espace vert. Vous deviez abattre 40 arbres, vous en avez abattu 120.
je n'ose imaginer ce que vous nous auriez dit à cette époque-là. Et je suis passé aussi à la place Saint-Pierre pour voir que c'était un pur espace d'oxygénation. Vous avez sacrifié tous les espaces verts. Vous avez entraîné un complet déséquilibre dans cette zone qui méritait d'être mieux traitée au regard de son caractère historique et puis de son environnement patrimonial au pied de Sainte-Croix et également au pied de Sainte-Marie. Je voudrais quand même apporter quelques mots de réponse. Je crois que nous sommes typiquement dans la campagne menée par M. Uturi depuis un mois, qui est une campagne de dénigrement systématique. Elle vous crispe un peu. Hein. Rien. Mais ça me plaît pas, non, parce que je trouve que l'objectivité... Oui, je vous sens crispé un petit peu, oui. C'est l'objectif... Enfin, moi, je vous sens très énervé. Non, l'objectif, c'est que, pour moi, rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. Rien n'est parfait, mais rien n'est totalement imparfait non plus. Or, depuis un mois, faute de dégager un programme qui soit un programme d'avenir pour cette ville, parce qu'effectivement, on en parlera tout à l'heure, vos propositions sont des choses qui sont déjà en cours, eh bien, vous vous contentez de tout dénigrer. Alors, permettez-moi de vous dire que l'urbanisme de Guynemer est scandaleux. S'agissant d'un dossier qui a été vérifié en plein cœur de la zone de protection du patrimoine architectural, urbanistique et paysager, qui correspond au plan local d'urbanisme que vous avez vous-même défini, qui compte des immeubles dont la hauteur maximum est de 3 étages et qui est un quartier de mixité absolue où vous avez à la fois du social et du pas social, même si visiblement vous ne savez pas où ils sont situés, où vous avez du locatif et de l'accession à la propriété, où vous avez des maisons de ville avec jardins et garages, contrairement à ce que vous dites, et aussi des immeubles. Et en termes d'espace vert, attendez peut-être que le chantier soit fini, attendez que le quartier soit terminé, attendez de voir le jardin à la française que nous sommes en train de faire dans la cour du séminaire, attendez de voir comment sera aménagé le fronton et les abords du fronton, et ensuite vous pourrez juger. Mais pour l'instant, pardon de vous dire qu'il est facile de dire qu'un chantier manque d'espace vert, parce que par nature, je ne sais pas comment vous faites, mais nous, en général, on construit d'abord les bâtiments et on fait les espaces verts après. C'est en général ce que les gens simples, lorsqu'ils construisent une maison, font. Non, vous avez confondu qualité et quantité. Dites-moi, Patrice, confirmez-moi. Il faut qu'on avance. On va rester. Confirmez-moi, monsieur Lubéret, que chaque que logement de la résidence Coligny, de la résidence Gentiane, est plein. Je vous le confirme. Est plein, c'est et possède un garage. Patrice Sanchez a d'autres questions sur l'aménagement du centre-ville. Il y a la résidence Coligny, un parking souterrain, tout à fait. Est-ce que tous les habitants bénéficient d'un garage ? On n'a jamais dit qu'ils avaient un garage. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Patrice Sanchez a d'autres questions sur le centre-ville. Vous aviez promis des garages, il y a des box. Voilà, messieurs, vous écoutez Patrice Sanchez, qui est venu spécialement de Sud-Ouest. Voilà. Non, il faut qu'on Pardon, Patrice Sanchez. On ne pourra pas vous poser toutes les questions qu'on a. Et c'est dommage. Ça serait dommage. On reste toujours dans l'aménagement de la ville et on aimerait avoir vos sentiments sur l'aménagement du centre-ville qui a alimenté pas mal le débat ces derniers mois. En l'occurrence, le projet Bourdeux. En quoi est-il structurant, monsieur le maire ? Quel avenir pour la rue Barthou ? Vous entendez la nature de ce débat depuis déjà quelques temps. Quelles sont vos propositions à l'un et à l'autre ? Hervé Luc-Béret, allez-y. Alors, monsieur Luc-Béret, vous avez à peu près 3 minutes de décalage en votre défaveur vis-à-vis de monsieur Uturi. C'est pas voir que ça. Voilà, donc... Donc, qu'est-ce que j'ai pas bien compris la question, pardon. Le réaménagement du centre-ville, dans ce triangle qui va de la gare Bourdeux Jardin Public en passant jusqu'à la place de Raqqa. Expliquez-nous un petit peu. Données historiques et données économiques. Données historiques, Oloron-Sainte-Marie, c'est 2 villes, Oloron et Sainte-Marie, qui ont été regroupées au XIXe siècle d'une manière administrative, sans que pour autant l'urbanisme ait suivi. Nous nous retrouvons donc avec des quartiers commerciaux et non pas une ville avec un centre-ville comme la plupart des villes de France. Premier problème, comment réagit-on à ça ? Eh bien, nous lançons une étude de structuration d'un centre-ville parce que nous pensons que le triangle rue Carrero, rue Le Barthou, Jardin Public est de nature à devenir le centre-ville de Oloron-Sainte-Marie. Deuxièmement, s'agissant du commerce, puisque c'est très lié à la question que vous avez d'économie, la question se posait au début de ce mandat de savoir si on se satisfaisait de voir 50 millions d'euros dépensés à Pau, c'est-à-dire des Oloronnais qui allaient faire les courses là-bas, ce qui n'enrichissait en rien le commerce local, qui par contre créait de l'emploi à Pau et créait de la taxe professionnelle à Pau et rien chez nous. Et s'il ne fallait pas réagir, nous avons réagi. Et nous avons essayé dans les 4 domaines d'évasion, qui étaient le meuble, le bricolage, la culture et les sports, d'apporter à la ville de Oloron-Sainte-Marie les moyennes surfaces dont légitimement nos consommateurs pouvaient avoir besoin. Aujourd'hui, cela a été fait. Outre le fait que cela a créé près de 200 emplois, car je rappelle quand même que le taux de chômage est tombé de 9% à 6%, et ça y a contribué pour 20%, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une étude de la Chambre de commerce que j'ai ici,
et qui nous indique deux choses. La première, c'est que Oloron représente avec sa zone d'influence commerciale une densité commerciale de 920 mètres carrés pour 1000 habitants. On observe, écoutez bien, qu'Oloron se situe en deçà des densités commerciales moyennes en Béarn, sur le département 64 et au niveau national. Donc nous n'avons pas été fous dans l'implantation des grandes surfaces, puisque nous en avons moins qu'ailleurs. Et cette étude, qui chiffre aussi à 65 000 notre zone de chalandise contre 30 000 avant, ce qui veut dire qu'il y a 35 000 consommateurs de plus qui viennent faire leurs courses à Oloron-Sainte-Marie aujourd'hui qu'il y a 7 ans, nous indique quelque chose qui est très étonnant. La commune d'Oloron compte un total de 946 emplois salariés des établissements commerciaux. Ça veut dire que dans une ville dont M. Uturi se plaît à nous dépeindre la décrépitude absolue et la situation économique absolument catastrophique, il y a 946 personnes qui travaillent dans les établissements commerciaux. Ils sont inscrits au registre du commerce, donc c'est indiscutable. Et on peut même rajouter 667 emplois des activités de service inscrits aussi au registre du commerce, y compris les emplois des services marchands exercés à titre libéral. Ce qui veut dire directement à votre projet. Ce qui veut dire que 1600 personnes travaillent du commerce à Oloron. Deuxièmement, pas grâce à nous. 1600 personnes travaillent dans le domaine du commerce à Oloron. Et dans une ville, il y en avait au moins 200 de moins. Oui. Et dans une ville qui, soi-disant, connaît une crise commerciale majeure, avoir 1600 personnes, c'est-à-dire près de 15% de la population qui vit du commerce ou du commerce assimilé, eh bien c'est un chiffre qui est exceptionnellement haut. Deuxièmement, lorsqu'on fait la situation du centre-ville, qui n'est pas que la rue Loubartou, parce qu'on ne parle que de la rue Loubartou, mais il y a d'autres quartiers commerciaux à Oloron, eh bien on s'aperçoit que dans le centre-ville, et j'enlève les quartiers de Sainte-Marie, j'enlève le fond de Notre-Dame, les quartiers de Notre-Dame, et j'enlève le quartier de Sainte-Croix, il y a aujourd'hui un solde positif de 53 commerces, c'est-à-dire qu'en 2017, il y a, je vais vous en donner la liste. On va peut-être pas pouvoir les citer tous. Alors, mais je peux vous les citer. Par exemple, nous prenons la place de Jacquat. Citez-moi ceux qui ont disparu aussi. Alors voilà, place de Jacquat a disparu Jouet Club et a fermé un bar, ont ouvert Optique 2000, le Docteur Saint-Martin, le Red One, le Docteur Saint-Martin Tapas. Non, c'est un commerçant. Il n'a pas des clients, il a des patients, le Docteur Saint-Martin. Alors on l'enlève. Atarine, produits exotiques et d'Orient, c'est un commerce. Oui. Hervé Bult, salon de coiffure, c'est un commerce. La pharmacie du Sud aussi. La Clos prêt-à-porter à renouveler. L'Oregon y est. Au total, le solde, c'est plus... Jusqu'à quand ils y sont, tout cela? Mais visiblement, vous souhaitez qu'ils ferment. Ça, non, on ne souhaite pas qu'ils ferment. On a compris que vous souhaitez qu'ils ferment pour dire que la situation est catastrophique. On les a visités, ils sont relativement inquiets et beaucoup moins optimistes que vous. Rue Adou, Mona Lisa a ouvert, Langocha a ouvert, ML Le Coiffure, lui, existait déjà, Batiland existait déjà, etc. Enfin bref, le solde que j'ai ici... Vous en êtes à une vingtaine. Et je peux vous donner la liste, est un solde de 53. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les commerces existants, moins les commerces fermés, plus les commerces créés, eh bien, ça donne un solde de 53 commerces supplémentaires. Je tiens la liste à la disposition de tout le monde. Ça, c'est le bilan. Donc, alors, qu'est-ce qui risque de se passer dans l'hypothèse de votre élection? Comment tout cela va s'articuler? Eh bien, qu'est-ce que nous dit tout simplement l'étude de la Chambre de commerce et les préconisations, y compris pour la rue Loubartou? C'est pas moi qui les invente, c'est la Chambre de commerce. Eh bien, la Chambre de commerce, elle nous indique que c'est effectivement la solution de l'îlot bourg de jardin public qui est une réponse, parce qu'il manque, et je cherche le texte exact pour vous le lire, pour que ce soit indiscutable, il manque effectivement une locomotive économique dans ce quartier. La distance du projet commercial jardin public à la rue Barthou, écritant la Chambre de commerce, n'est pas discriminante, à condition de créer les conditions favorables au cheminement piétonnier et développer un espace intermédiaire suffisamment attractif pour matérialiser une étape au cheminement vers la rue de Barthou. Donc nous allons tout simplement reprendre les préconisations qui sont celles de la Chambre de commerce, faites par les gens de la Chambre de commerce, et en créant cet îlot bourdeux jardin public dans lequel on va amener un certain nombre d'enseignes qui sont attractives et de nature à faire que les 65 000 personnes de la zone de chalandise viennent en centre-ville et ne restent pas simplement en périphérie, eh bien nous allons faire en sorte qu'effectivement on rende tout cela plus attractif. Accessoirement, je veux quand même rappeler que lorsque M. Uturi nous dit que nous laissons mourir le commerce, c'est quand même nous qui avons mis en place l'opération OCM-OTT qui permet aujourd'hui à une trentaine de commerces ou d'artisans de notre ville de bénéficier d'aide pour la restructuration de leur activité. C'est nous qui avons inventé l'opération terrasse et l'opération vitrine. C'est nous qui avons fait voter
avant même les décrets de la loi, le droit de préemption sur les fonds de commerce. C'est nous qui avons créé l'Office du commerce, recruté Françoise Lousteau comme permanente et qui allons mettre en place maintenant la politique que nous avons mise en place à cet endroit-là. C'est nous qui avons monté le dossier Bourg de Jardin Public et aidé à le créer par application de votre PLU. C'est nous qui proposons un transfert collectif pour amener les gens jusque dans les rues commerciales de notre ville. C'est nous qui avons dit à l'Union des commerçants lorrainais que nous serions partenaires à 50% de toutes leurs opérations. C'est nous qui avons vu avec eux comment mettre en place maintenant une aide à la communication sur le site internet, comment renouveler leur sonorisation, comment utiliser nos magazines municipaux ou intercommunaux pour faire mieux connaître leurs activités et les produits qu'ils vendent. Et c'est nous qui mettons en place ou qui mettrons en place une carte jeune qui permettra aux jeunes de notre ville de pouvoir bénéficier dans les commerces locaux de prix attractifs. Ça, c'est du concret, c'est pas du discours, et c'est de la politique commerciale. Monsieur Luc Béreil, vous avez dû rattraper votre temps. Oui, largement, je crois. Respirez un petit peu, Monsieur Luc Béreil. Laissez-moi préciser une petite chose, c'est que le projet liaison Bourg de Jardin Public est déjà engagé. Vous, si vous êtes élu, allez-vous poursuivre ce Nous revisiterons dossier complètement ce projet. J'observe que Monsieur Luc Béreil est obligé... S'il vous plaît, Mais vous ne pourrez pas le revisiter. S'il vous plaît, je ne vous laisse pas me couper la parole. Monsieur Thury, c'est une affaire privée. C'est Monsieur Thury qui répond. Voilà. Je remets complètement en cause le principe d'un changement comme ça, imposé par la lecture d'un document que M. Luc Béreil vient de nous lire et vient de montrer à tout le monde, pensant qu'il était certainement à la télévision, parce que j'ai pu mesurer, effectivement, en centre-ville, à la fois quel était le désarroi des commerçants qui étaient en place et à la fois quels étaient les efforts qu'ils avaient faits pour agrandir leur surface de vente, pour se diversifier en matière de produits, en matière de manière de vendre, de drainer des publics qui pouvaient venir d'Oloron et qui pouvaient venir d'ailleurs. Donc, nous n'avons pas besoin de nous plonger dans une étude un petit peu artificielle, très technique, pour penser que Oloron s'est construit au fur et à mesure des siècles. C'est une ville qui est difficile à construire, c'est une ville qui est toute en relief, qui est toute en colline, qui est séparée par des gaves, et effectivement, plusieurs centres ont vu le jour à Oloron, et ces centres ont été créés par l'histoire, et je n'imagine pas qu'on puisse, d'un coup de baguette magique, en décrétant que désormais le commerce passe par l'existence d'enseignes, c'est contesté dans toutes les villes où ça se produit, qu'on puisse d'un coup de baguette magique déplacer un centre-ville qui a mis autant de temps à se faire et dénoncer l'incompétence des commerçants dont vous avez dit l'autre jour publiquement, si les commerçants du centre-ville étaient bons, cela se saurait. Donc vous affichez effectivement 15%, on va vous appeler monsieur 15%. En fait, vous êtes à Oloron monsieur 15%. Vous appelez que 15%, oui. On verra ça dimanche soir. Vous appelez monsieur 15% parce que la vie à Oloron ne se résume pas à l'implantation de moyennes et d'enseignes moyennes surfaces et grandes surfaces et d'enseignes en périphérie. Vous vous rappelez très bien, je vous l'ai rappelé l'autre jour à Radio Oloron et Jacques Lestel l'a pas démenti. Il avait dit avec des vibratos dans la voix en 2001 que pour le développement du commerce local, il fallait mettre tout de suite en place un moratoire sur l'implantation des moyennes surfaces et des enseignes en périphérie. Ce n'a pas été fait. Les grandes surfaces et les moyennes surfaces se sont multipliées. Et vous avez mis un moratoire, m'a dit M. Lestel à la sortie, pendant 6 mois, le temps que les chantiers se mettent en route. Quelle est votre recette alors vous faites quoi, monsieur Curie, pour régler le commerce que vous n'avez pas réglé avant 2001 Vous me laissez finir. Comme une injure à l'égard des commerçants qui mettent tout leur savoir-faire et toutes leurs compétences dans le développement de leur commerce. Alors vous faites ce que je fais pour ramener un petit peu de monde dans ce centre-ville que vous avez désertifié en le surdensifiant, c'est un paradoxe, en prônant la disparition, par exemple, des commerces de bouche dans la rue Louis Barthou et dans les environs. Ce que je fais, c'est que je mets en place des systèmes avec mon équipe, parce que moi, je ne fais pas, nous faisons, nous proposerons, nous mettrons en place des systèmes pour que, mais nous l'avons proposé avant vous, pour que le centre-ville soit davantage fréquenté par des gens qui sont en périphérie notamment et qui ne peuvent pas y aller. Ce que nous ferons par rapport aux commerçants, c'est que nous faciliterons également le respect. Nous prendrons les mesures pour que la zone bleue qui a été établie à grands frais à Oloron soit respectée d'une manière très précise. Donc vous créez une police municipale? Non, c'est vous qui allez la créer. On pourra en reparler tout à l'heure. Non, tout simplement.
La question, Comment vous faites respecter? La question sera posée aux deux. Terminez votre argumentation. Non, mais voilà, je termine mon argumentation par rapport à ça en faisant respecter la zone bleue. Il n'est pas besoin pour cela de mettre une police municipale. Il y a des villes où les zones bleues, où les paramètres sont respectés. Nous n'envisageons pas de mettre des paramètres parce que nous considérons que c'est une chance à Oloron de pouvoir se garer gratuitement. Voilà. Maintenant, il faut que les espaces qui sont proches des commerces ne soient pas pris par les mêmes personnes pendant des semaines entières. Donc il est tout à fait possible d'assermenter quelqu'un qui travaille à la ville pour qu'il fasse respecter sans pour autant créer une police municipale, ce que vous voulez faire et ce que nous contestons. C'est un jeu de mots, monsieur Thury. Non, c'est pas un jeu de mots, pas du tout. Il y a des polices municipales qui existent. Il y a des polices municipales qui existent dans d'autres villes. Il y a aussi dans d'autres villes des gens qui sont assermentés et qui sont affectés. Eh bien, vous allez faire les gardes champêtres comme nous. À la sortie de l'école ou à la sortie... Non, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez créer une police municipale pour pallier aux carences de l'État et créer sur les territoires des inégalités des citoyens par rapport à des problématiques aussi importantes que la sécurité et que la santé aussi, si vous osez en parler de la santé. Je crois qu'en matière de vibrato, M. Lestel a trouvé son maître, parce que nous avons assisté là depuis 5 minutes à la peinture absolument catastrophique de la situation dans laquelle nous laisserions la ville. J'observe que rien véritablement de ce que nous avons fait ou de ce que nous proposons n'est positif. Tout est négatif dans ce que nous avons fait, mais par contre, aucune recette concrète. Le débat n'est pas terminé. Alors je demande aux Oloronais qui nous écoutent d'observer que l'OCM-OTT, c'est bien nous, que les opérations terrasses et vitrines, c'est une opération qui vise à donner des subventions aux artisans et commerçants. M. Thury vient de nous dire qu'il faisait des efforts, oui, avec l'aide de la collectivité, pour effectivement pouvoir moderniser leurs installations. Les opérations terrasses et vitrines, c'est nous. Le droit de préemption sur fonds de commerce, c'est nous. La création de l'office de commerce, c'est nous. Le bourg de jardin public, c'est nous. Les navettes de car, ça sera nous. La volonté d'être partenaire à 50%, c'est nous. Et ça, c'est du concret. Vous n'avez pas dit garde champêtre ou police municipale. Quel est le terme que vous choisissez? La question pourrait effectivement se poser, mais on va rester sur les gardes champêtres. Nous allons assermenter les gens qui, par exemple, aujourd'hui, font déjà la police du marché. Vous changez votre fusil d'épaule aussi facilement que de partis politiques et de cartes politiques. Vous avez dit en conseil municipal... La marque de l'intelligence, M. Thury, c'est de savoir s'adapter. Vous avez dit en conseil municipal, le dernier, alors un des rares conseils municipaux, d'après vous, où j'ai participé, que je vous ai interrogé sur ce sujet-là, vous avez dit, écoutez, M. Thury, ça sera certainement un des principaux objets de notre débat électoral. J'ai dit certainement. Nous y sommes. J'ai dit certainement. Nous sommes à 3 jours du scrutin. Êtes-vous, oui ou non, pour l'implantation d'une police municipale à Oloron? Je ne suis pas pour l'implantation d'une police municipale à Oloron, mais je suis pour assermenter des gardes champêtres comme autrefois qui feront respecter la police et la circulation. Vous êtes maître dans l'art du copier-coller. Vous venez sur mes arguments, écoutez, pour une fois que vous avez une proposition, ne vous étonnez pas que je la reprenne. Elles sont tellement rares. Bon, Monsieur Thury, vous avez parlé à un moment donné de remettre en cause le projet Bourdeux. Il y a également la confluence. Alors, Monsieur Luc Béreil, vous expliquez quel est votre projet en matière pour l'animation de la confluence. Et puis, Monsieur Thury, alors, votre point de vue sur la confluence. Écoutez, en matière de confluence, ce que je voudrais dire d'abord, et M. Luc Béreil le sait, c'est que la ville n'a pas la compétence sur tout ce qui va se passer sur la confluence. Pour preuve, maintenant, la médiathèque, qui est de compétence communautaire, la maison de l'eau, qui est une nébuleuse, mais qui va commencer, de compétence communautaire, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui va se faire dedans. Si, monsieur, vous n'étiez pas à la plénière. Je crois savoir effectivement qu'il va falloir rentrer dans la maison de l'eau pour voir l'eau quand on met les pieds sur la confluence. On ne sait pas qui va la diriger, on ne sait pas trop. Bon, ce sont des équipements qui sont de nature intercommunautaires, qui sont du domaine de la CCPO. Ça me permet de dire que dans l'inventaire autant que dans le projet, dans le bilan, autant que dans le projet de M. Luc Béreil et dans notre projet, il y a une chose qui est fondamentalement différente, c'est que nous y avons mis exclusivement ce qui concerne la ville d'Oloron, pas ce qui concerne la communauté de communes, parce que nous respectons la démocratie et les maires, qui doivent avoir la parole. La décharge de précision, alors je note également que dans le projet de M. Luc Béreil et dans son bilan, il y a des choses qui concernent les collèges, c'est du conseil général, il y a des choses qui concerne le lycée, c'est le conseil régional. Sur la confluence, le projet qui est en cours actuellement, c'est le projet que vous avez pu regarder sur les cartes postales que M. Luc Béreil a envoyées par milliers, par dizaines de milliers même, je crois, sur Oloron et sur les environs. Mais c'était bien qu'il nous souhaite la bonne année. Peut-être que tous les élus de tous bords d'ailleurs, et c'est pas que pour vous, M. Luc Béreil, pourraient faire preuve à cette époque-là d'un petit peu de modestie, parce que nous recevons d'un camp comme de l'autre des cartes postales qui ont du mal à rentrer dans nos boîtes aux lettres tellement elles sont grandes. Le projet de la confluence, puisque le temps passe, nous veillerons, sauf pour la médiathèque et pour la maison de l'eau qui sont déjà sur les rails, nous revisiterons ce projet de la confluence pour éviter
que ne s'y reproduisent les effets pervers de la surdensification qui se sont passés à l'îlot Guinemer ou qui se passent maintenant au tram. Allez voir un petit peu du côté de Sainte-Marie ce qui se passe. Mettez-vous à la place des gens qui habitent la rue Casamajor-du-Fond. Nous voulons éviter ce qui se passe. Oui, mais c'est préservé, j'ai derrière chez vous, justement. Ah, mais justement nous voulons éviter ce qui se passe à cet endroit-là, c'est-à-dire nous voulons éviter une surdensification pour que cet espace, qui est un espace emblématique d'Oloron, un espace remarquable avec la convergence des deux gaves, soit un espace qui soit davantage dédié à la flânerie. Nous avions demandé un petit aménagement avec Jean-Étienne Gaillat pour que, au bout du quai, les gens puissent aller un petit peu comme sur l'île de la Cité à Paris, se promener, ou du moins avoir le sentiment d'aller se promener, ce qui est déjà beaucoup. Vos cartes postales, Monsieur Lubéreil, montrent qu'il va y avoir un entassement, une espèce de paquebot placé sur cette confluence. Et nous souhaitons, nous, pour en arriver à un élément de programme, parce qu'on doit parler de programme, mais le temps passe. Donc, dans notre programme, effectivement, il y a, à l'égard des jeunes et à l'égard de notre volet culturel, nous voulons que la culture soit un plaisir partagé pour tous, un espace qui soit dédié aux jeunes pour qu'ils puissent se rendre en centre-ville, à distance de scooter, à distance de vélo, à distance de piétons, sur des lieux où ils pourront... Ça pourrait se faire à la Confluence. Où ils pourront créer, ça pourrait se faire à la Confluence, où ils pourront créer, où ils pourront se montrer, où ils pourront animer le quartier. Et je peux vous dire que pour avoir fait le tour de ce quartier, pas plus tard qu'avant-hier, c'est une demande pressante de la part des gens, et notamment de la part des commerçants. Et quand je parle des commerçants, M. Lubéreil, c'est pas uniquement des commerçants, je parle des commerçants parce que c'est aussi une demande de la part des consommateurs. Et les consommateurs, ce sont les gens d'abord d'Oloron, et ce sont ensuite les touristes qu'il nous faut effectivement réponse fixer à Oloron. M. Lubéreil sur la Confluence, et puis ensuite on a deux questions encore à l'ordre du jour, les finances et la politique. Alors, est assez simple. C'est quand même sidérant d'entendre ce qu'on vient d'entendre. D'une part, on nous parle d'espaces de promenade venant de gens qui ont acheté des friches industrielles il y a 30 ans pour les laisser dans l'état où nous les avons trouvés en 2001. Enfin, rappelez-vous la Confluence. Les choses il y a un an et demi, car rien n'était démoli. Et si c'est ça, l'environnement que nous promet M. Uturi, c'est l'immobilisme d'avant et c'est effectivement celui qu'il propose. Deuxièmement, je suis sidéré de voir sa méconnaissance totale du dossier. Évidemment, il n'a pas participé aux réunions plénières en conseil communautaire ou à la mairie, mais je vais à l'essentiel, où ont été étudiés les projets. Donc il ne sait pas qu'il y a un belvédère tout autour de la Confluence. Bien entendu qu'on va pouvoir faire le tour de la Confluence pour voir l'eau partout, et bien entendu on pourra en faire le tour à la queue leu-leu. On pourra en faire le tour à la queue leu-leu ou deux par deux, parce que la promenade... Monsieur Curie, laissez-moi parler. Il y a un belvédère. Ne dites pas qu'on ne pourra pas voir l'eau. Il y a un belvédère qui fait le tour. Donc vous êtes pris là en flagrant délit de mensonge, une fois de plus, parce que c'est faux. Deuxièmement, vous savez bien qu'il y a un grand espace piétonnier. Vous savez bien qu'il y a des escaliers qui descendent jusque vers l'eau et qu'on va pouvoir aller toucher l'eau à la Confluence, alors qu'aujourd'hui on ne la voit pas. Ensuite, quels sont les équipements qui sont sur place ? Eh bien, une médiathèque. Alors j'ai lu que vous alliez arrêter tous les chantiers. Très bien, il faudra expliquer aux Oloronais quand même combien ça va leur coûter d'arrêter les chantiers qui sont lancés. Vous pouvez me citer vos lectures ? C'est de la République d'il y a 2 jours, je l'ai là. Oui. Dans vos priorités... Citez-moi l'endroit où j'ai dit qu'on voulait arrêter la médiathèque. Eh bien, première décision, faire un audit des finances qui fonctionnent et supprimer le cabinet politique, rencontrer et redonner... Mais non, mais on parle de la médiathèque, là. On parle pas du cabinet médiatique qui vous coûte très cher. On parle de la médiathèque. Et dans l'article en question, je cherche exactement pour vous le citer... vous indiquez que vous allez, je parlais de l'arrêt de la médiathèque. L'îlot des trams. Non, la médiathèque, M. Lubéreil. La médiathèque, la Confluence. La Confluence, où nous avons dit que nous voulions arrêter les travaux sur la Confluence. Et la médiathèque. Moi, j'ai lu dans cet article-là. Voyons, quel maire voulez-vous être ? On n'a peut-être pas le temps de faire une revue de presse, c'est pas le moment. Monsieur Sanchez, vous pouvez l'aider peut-être un petit peu à chercher. C'est vous qui l'avez écrit ? Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître exactement le projet de Confluence tel qu'il s'articule aujourd'hui et tel qu'il va s'articuler demain. J'aimerais bien le lire quand même. Le projet de la Confluence consiste simplement à faire un espace... Où avez-vous vu que je voulais arrêter la médiathèque ? Consiste simplement à faire un espace qui soit lié... Mais tout le monde l'a lu. Non, mais citez-moi, vous avez l'article sous les yeux, M. Lubéreil. La démocratie. Je veux oxygéner la démocratie, ça c'est clair. Et je cherche, et je vais trouver... Mais vous n'allez pas trouver. Je vous communiquerai tout à l'heure, parce que nous l'avons lu. Vos premières décisions, c'est de licencier le cabinet de la ville. Non, pas de licencier, de réaffecter. Deuxièmement, de mettre fin au chantier que nous avons engagé, c'est-à-dire d'engager les finances de la commune dans une direction qui est extrêmement difficile. Pour parler de la Confluence, Monsieur Uturi, pour parler de la Confluence, et je vais retrouver tout à l'heure l'article. Non, maintenant, vous l'avez sous les yeux, là. Attention, on va passer à l'autre chapitre qui concerne les finances. Non, mais c'est quand même important. Mais vous l'avez sous les yeux, lisez-le en travers. Vous avez dû le surligner, il y a plein de choses qui sont surlignées sur votre article.
Renforcer l'exigence. Donc une médiathèque sur la Confluence, monsieur Luc Béreil, un hôtel d'entreprise, la maison de l'eau. Un hôtel d'entreprise, une pépinière d'entreprise, la maison de l'eau et la médiathèque. Quel est l'objectif ? C'est une réflexion à long terme. On ne va pas, comme certains, dire qu'on ne peut rien faire en économie, voire même faire voter contre. Exemple, ce qui s'est passé sur Sclop ou autres entreprises de manière très récente au Conseil général. On va considérer que peut-être l'évolution économique fait que les industries d'aujourd'hui seront les industries traditionnelles de demain. Eh bien oui, nous sommes à la recherche d'un type d'activité qui soit moderne et qui puisse faire naître sur Oloron une nouvelle génération d'activités. Voilà pourquoi les promoteurs dont parle M. Uturi n'auront aucune place sur la Confluence, puisqu'il ne s'agit pas de construire des logements. Il y aura un petit immeuble, simplement un petit immeuble. Il s'agit de faire un hôtel d'entreprise et une pépinière. Et au lieu de regarder ma carte postale, comme vous dites, vous feriez mieux de lire les dossiers qui vous ont été envoyés en tant que membre du conseil communautaire. Mais vous n'étiez pas à la plénière, vous n'avez pas posé de questions et visiblement vous ne connaissez pas le dossier. Alors ceci étant... L'hôtel de tourisme aussi, Confluence, on en a parlé. Alors l'hôtel de tourisme est une possibilité, mais ce qui a été indiqué, c'est une résidence de tourisme et pas un hôtel de tourisme. Ce qui veut dire que ça peut parfaitement... Ce qui veut dire, ça peut être un 4 étoiles, ça peut être un 3 étoiles, ça peut être une résidence personnes âgées, ça peut être quelque chose... Ça peut être quelque chose autour de l'UCP... Mais c'est pas nous qui allons le faire. Oui. Ça peut être quelque chose autour de l'UCPA qui, par exemple, ferait du tourisme social. Voilà. Aujourd'hui, nous considérons que l'objectif de la Confluence, c'est d'être un dossier économique qui fait naître une nouvelle génération d'activités économiques et qui soit de nature à apporter un plus à Oloron, oui. Et alors ? Voilà. Donc on peut entamer ça crée des emplois. Vous êtes pris en flagrant délit de mensonge puisque jamais je n'ai parlé de porter atteinte à la médiathèque. Confluence, la peur d'Uturi. Parmi les priorités du candidat de gauche Bernard Uturi, s'il est élu, figure en bonne place la révision du projet de la Confluence. Oui. Entre guillemets, on dirait pour l'instant un inventaire à l'après-vert et on a peur que cela finisse par ressembler à l'île aux Guinemer au milieu des gaves. J'ai montré les maquettes visuelles communiquées par le maire sortant à 2 ou 3 architectes. Ils ont hurlé. Ça s'appelle vouloir remettre en cause ou alors vous allez réaliser le projet de la Confluence. La médiathèque ? La Confluence en général. Patrice Sanchez, une question, on voudrait passer aux questions financières. Alors Patrice Sanchez. Une question qui intéresse aussi beaucoup les Oloronnais, ça porte Monsieur Libéral, Monsieur Uturi. J'ai dit que je remettrai en cause effectivement le principe de la surdensification des logements à la Confluence. Il entend 2 voix, même temps 3 voix. Je n'ai jamais voulu porter atteinte aux objectifs en matière de culture et surtout en matière de culture pour tous parce que c'est davantage de... Je viens de vous lire, M. Uturi, et tous les Oloronnais l'ont lu, c'était sur La République du lundi 3 mars 2008, dans le clin d'œil, en haut, à gauche. Oui, mais je les invite à le relire. On peut s'y référer. Bien, pour les finances, 2 visions évidemment très différentes dans chacun des 2 camps. De votre côté, M. Luc Béreil, une situation qui est saine, avec des marges de manœuvre qui s'offrent à vous pour le prochain mandat. Si vous êtes élu, M. Uturi, vous avez une vision totalement différente, avec des tensions financières selon vous. Et vous souhaitez d'ailleurs, je crois, engager un audit dans l'hypothèse de votre victoire. Un mot sur cette question-là, avec évidemment une réponse claire. Faut-il s'attendre à une augmentation des taux des impôts locaux dans les 6 ans qui viennent ? Monsieur Uturi, vous avez 3 minutes de retard, alors peut-être vous allez les rattraper. Non, mais je crois que ce n'est pas mon tour de répondre sur cette question-là. On alternait, je récupérerai mes 3 minutes tout à l'heure. Bien, Monsieur Luc Béreil. Sur les impôts locaux ? Sur les impôts locaux. Alors, sur les impôts locaux, je pense qu'on aura tout à l'heure l'occasion de parler de l'épargne nette, parce que c'est un grand discours que nous tient M. Uturi. Sur les impôts locaux, il faut savoir, tiens d'ailleurs, M. Uturi, 1% d'augmentation des impôts locaux, ça représente quelle somme ? Monsieur Luc Béreil, ici je réponds aux questions des journalistes, vous n'êtes pas... Alors, M. Sanchez, pouvez-vous demander à M. Uturi... Commençons par l'ordre du jour. Voilà. Bien, voilà. Donc M. Uturi ne connaît pas... M. Uturi qui... de puissance qui vous envahit depuis quelque temps. Uturi qui ne connaissait pas... Monsieur Uturi qui ne connaissait pas le budget de la ville au débat de Radio France l'autre jour, 21 millions d'euros, et je voulais appeler pour que vous le connaissiez. Aujourd'hui, il ne connaît pas non plus le montant des impôts. Alors, il a annoncé qu'il allait augmenter les impôts locaux, mais il ne sait pas combien ça rapporte 1%. Alors, pour information, par contre, vous devez savoir combien ça rapporte 50%, puisque vous avez diligenté une enquête à ce type-là. Alors, 1%, M. Uturi, d'augmentation des impôts locaux représente 20 000 euros. Voilà, comme ça, vous le saurez. Quant à votre augmentation de 50%, elle est née dans votre imagination pour une raison simple. C'est que je m'étonne que quelqu'un qui a été leader de l'opposition pendant tant d'années, qui a tous les ans critiqué et contesté le budget de la ville, ignore les règles de la comptabilité publique qui limitent et qui plafonnent la possibilité d'augmenter les impôts locaux. Augmenter les impôts locaux
locaux de 50%, c'est impossible. La loi l'interdit. Donc, c'est de la pure fiction. En 4 ans, c'est impossible. Et vous essayez naturellement... Non, vous avez dit en 1 an. Oui. Et en 4 ans, il est hors de question d'augmenter les impôts locaux. Donc, mon engagement vous avez envisagé à moi... les deux hypothèses, on a des témoignages qui peuvent l'attester. Mais dites-nous lesquels. On a des témoignages qui peuvent l'attester. Puisque nous n'avons aucune étude en ce sens. Nous n'avons aucune étude en ce sens. Quel est votre engagement alors ? Notre engagement à nous, c'est que s'il doit y avoir augmentation des impôts, elle n'excédera pas l'inflation. Parce qu'il faut bien quand même que les finances de la ville restent au niveau de l'inflation. Alors les investissements, vous les financez comment, monsieur Duberry ? Alors comment je joue sur les investissements ? D'abord, comme monsieur Thury l'a indiqué tout à l'heure, et c'est pour ça que mon programme comporte un certain nombre de mesures qui ne sont pas financées par nous, le changement à Oloron peut s'incarner par des maîtrises d'ouvrage diverses. La caserne des pompiers peut être financée par le SDIS, c'est d'ailleurs lui qui va la financer. Le PGHM peut être financé par la Société nationale d'investissement. Les giratoires sont financés par le Conseil général. Les collèges, les lycées sont financés par le Conseil général et par le Conseil régional. Donc, dans notre programme figurent déjà 60% environ de mesures qui sont des mesures que nous avons négociées avec ces partenaires financiers et dont ils assureront la maîtrise d'ouvrage. Deuxièmement, nous allons poursuivre la recherche des subventions et des contractualisations. J'ai ici les tableaux des subventions qui ont été obtenues depuis un certain nombre d'années dans cette ville, et on s'aperçoit de manière très claire que entre 1995 et 2001, où M. Thury était adjoint, la ville de Oloron a eu 2 600 000 euros de subventions, alors que nous, entre 2001 et 2007, nous avons eu 10 400 000 euros de subventions. Ça s'explique. Lorsqu'on nous dit que sur le Trinquet, on n'a pas été très bon, on a eu 51% de subventions. M. Thury avait 22,62% sur la piscine, 13% sur la salle Palace ou 8,21% sur la salle SCOI. On voit effectivement l'efficacité. Le montant de l'autofinancement pour la piscine. L'efficacité, c'est pas un problème d'autofinancement. Vous avez obtenu en subvention, mais vous avez autofinancé tout le reste. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des subventions ailleurs, vous avez fait payer le contribuable oloronnais à hauteur de 78%. Et vous êtes satisfait de ça. Vous pouvez expliquer aussi pourquoi, dans vos relations avec Michel Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, une subvention qui nous était promise a été déroutée vers notre équipement des Pyrénées-Atlantiques sur votre intervention. Je ne suis pas au courant et pas sur mon intervention. Ce qui a fait passer le taux de subvention de 30% à 25%. Dans tous les cas, 30%, c'était de toute façon pas glorieux. Mais ceci étant, je ne suis jamais, monsieur Thury. Je vous laisse parler. Vous pouvez nous donner le taux moyen de subvention sur la totalité de vos investissements en 2006 et en 2005 ? Eh bien, nous n'avons jamais engagé un chantier d'investissement. J'entends d'investissement finançable. Je ne parle pas de refaire un bout de trottoir. Vous savez bien que là, c'est zéro subvention à moins de 50%. Et je vous mets au défi de trouver le dossier que nous avons fait à moins de 50%. Vous, par contre, à 8%, vous faisiez quand même. Le taux moyen, donc, nous allons essayer... Le taux moyen de subvention sur l'ensemble de vos projets en 2006. Non, nous n'avons sur un montant jamais... total d'investissement de plus de 7 millions d'euros, le taux moyen de subventionnement était de 28% et le taux moyen d'emprunt était de 60%. Mais évidemment, pour une raison simple. C'est que vous savez bien qu'en matière d'investissement, tout n'est pas subventionnable. Vous venez de me dire que vous étiez à 50%. Vous savez bien que la voirie rurale n'est pas subventionnable. Non, je parle d'investissement structurant. Sur les investissements structurants, la voirie communale, vous en êtes d'ailleurs bien peu occupé. Aucun dossier, monsieur Thury, sur les investissements structurants n'a été fait à moins de 50% de subvention. Voulez-vous des exemples ? Je les ai tous là. On peut reprendre dossier par dossier et subvention par subvention. On ne va pas noyer l'auditeur de chiffres. Monsieur Thury, je vais quand même dire que l'église Sainte-Croix, c'est 85%. On va dire que la restauration du Porche, l'ancien séminaire, c'est 58%. On va dire que la place de la cathédrale, ça a été 90%. Que le circuit piétonnier, l'ancien séminaire, c'est 63%. On peut quand même le dire. Et tout ça, c'est au-dessus de 50. Je tiens à la disposition de tout ce qui vous passer à notre permanence. Les comptes administratifs de 2006. Vous admettez que c'est les derniers que l'on puisse avoir. Vous avez quelques informations supplémentaires sur ceux de 2007, mais ils ne sont pas encore sortis. Bien sûr. Sur les comptes administratifs de 2006, il est bien indiqué que le taux de subventionnement de l'ensemble des projets était de 28%, à peu près, comme il était lors des projets menés par les municipalités antérieures, parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est faux. Vous obtenez des subventions là où personne ne les demande. Évidemment, sur des domaines touristiques, pour acheter des bornes qui coûtent 17 000 € pièce et qui sont éparpillées dans 20 endroits de la ville... Là, vous êtes en train de schématiser complètement les choses. Je schématise, exagérer n'est pas mentir. Laissez-moi terminer mon explication et expliquer. Vous n'avez pas répondu. Les impôts locaux chez vous. Mais les impôts locaux chez nous... Qu'est-ce qui va se passer ? Bon... Si je résume la situation, je vais moins noyer les auditeurs oloronnais de chiffres. Non, mais moi, je n'ai pas expliqué comment je finançais. Vous avez déjà un petit peu expliqué. Voilà.
Et on va passer sur une Non, je autre voudrais question parler de qui la rejoint capacité Hervé d'emprunt. Lubéreil. Attendez, vous allez voir. Alors, s'agissant de la situation financière de la ville d'Oloron telle qu'elle est décrite, Hervé Lubéreil le revendique dans la revue Challenge, avec 2 étoiles, comme toutes les villes d'Oloron, comme presque toutes les villes du département, comme presque toutes les villes d'Aquitaine, presque toutes les villes d'Aquitaine, oui, oui. Bière à 2 étoiles, Biarritz à 2 étoiles, Oui. Venons-en à votre Orthès à 2 proposition, étoiles, le temps Billard passe. à deux- Saint-Jean-de-Luz à 2 étoiles. Billard à 2 étoiles, oui. Allons, vous êtes Billard en à train de 2 mentir, étoiles. il suffit de regarder la revue. Alors, il y a une ville, l'ai sous les yeux. il y a une ville qui est en situation délicate, c'est Bordeaux, paraît-il. Alain Juppé, qui a sans doute plein de défauts, n'est pas particulièrement marqué comme étant un mauvais gestionnaire. Alors, la revue Challenge, si vous voulez, elle permet de faire une photographie. Non, elle me gêne absolument Si, pas. parce que nous donne une bonne note. Elle permet de faire une photographie réelle de la situation au jour J. Voilà. Il se trouve qu'une photographie réelle de la situation au jour J, c'est un petit peu comme le concours de Miss Oloron, ça récompense quelqu'un qui a une belle présentation au jour J, et ça ne préjuge en aucun cas de ce que va être cette même personne 6 ans plus tard. Alors, Ce qui rend la lisibilité des budgets relativement opaque. Ce n'est pas une malveillance dans la présentation, c'est que est arrivé, entre le moment où vous êtes arrivé à la communauté, à la ville d'Oloron, et le moment où vous arrivez au terme de votre mandat, est arrivée la communauté de communes, avec un certain nombre de transferts en matière de compétences et en matière d'emprunt. Par exemple, je vais m'arrêter. Vous êtes en train de nous dire en gros que vous attendez d'être élu pour savoir dans quelle non, mesure non. ou C'est pas comme il pour faudra... Béatex, il attend le Je lendemain de voulais vous l'élection dire, pour mais savoir vous ce qu'il va aussi, faire. vous aussi. Non, parce que moi j'ai voulais vous déjà dit dire, ce que j'allais on ne parle faire. pas de Béatex. Je voulais vous dire simplement que, à travers un seul exemple, j'en ai une page d'exemple, à travers un seul exemple, que l'endettement de la ville, par exemple d'Oloron, en 2003, un certain nombre d'emprunts ont été transférés à la communauté de communes pour 3,2 millions d'euros à peu près. Donc il est évident qu'au lendemain de cette mesure, l'endettement de la ville a été ramené à son endettement réel, moins de 3,2 millions d'euros, qui continue à peser néanmoins sur la tête des habitants d'Oloron. Donc, la lecture, s'il vous plaît, la lecture de ces documents financiers est opacifiée et faussée, et tous les éléments de comparaison sont relativement fictifs. Ce qui m'importe de noter, c'est que la tendance va vers le bas, c'est que, par exemple, la réserve de la ville, l'épargne nette de la ville, qui était de 3 millions d'euros en 2001, se retrouve réduite au terme de l'exercice financier 2006 et sur le compte administratif 2006 à 500 000 euros, c'est-à-dire qu'elle a été divisée par 6. Alors elle a été divisée par 6, vous allez l'expliquer, et elle sera vraisemblablement à zéro au terme de cette année. Non, au terme de cette année, elle est à 1 309 340 elle euros. était à 500 000. Elle est à 1 309 740 euros. Elle était à 5... Est-ce que vous pouvez me dire le contraire? Est-ce qu'elle était à 500 000 euros au terme de l'exercice 2006? Vous me demandez si, au terme du budget 2007 que vous Moi, je m'appuie sur des documents officiels, pas sur des documents de campagne. Mais moi aussi. Non, c'est pas vrai. Mais comment? C'est le pas compte vrai, administratif qui vient d'être validé par le percepteur de 2007. Est-ce qu'il est passé au conseil Donc, municipal? C'est la situation. Il sera passé dans un mois. Donc vous utilisez un document qui n'a pas été validé par le conseil municipal? Écoutez, si il n'est pas légal, votre document. Si je ne peux pas vous donner des chiffres, parce que comme ils ne vont pas dans le sens de ce que vous voulez, vous les jugez faux, votre document il est impossible n'est pas de légal. discuter. Vous êtes un faussaire. Votre document n'est pas légal. Votre document n'est pas légal. Il n'a pas été approuvé par le conseil municipal et il est inimaginable de penser que ces chiffres de dette... Alors quel était le montant de la dette en 2006, puisque vous l'avez? Dites-moi le chiffre. Je ne répondrai pas à vos questions, je réponds aux questions des journalistes. Le montant de la dette en 2006, que vous ignorez visiblement, était de 5 518 711 euros. Et en 2000, M. Uturi, lorsque vous nous avez laissé les affaires, quel était le montant de la dette? Vous le savez, ça c'est euros. Non, 4 759 167 voilà, euros. vous avez bien compris que c'est-à-dire que nous avons augmenté la dette de 800 000 euros pendant tout l'exercice. Que nous avons aujourd'hui une dette par habitant qui est de 669 euros par habitant. Elle était de combien en 2001? Quelle est la moyenne? Écoutez, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout... le compte administratif. Non, mais c'est bien de ça dont je parle, du compte administratif. Non, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout... Non, mais pas celui-là. En 90... Il n'existe pas celui-là. Ou en 94, lorsque vous y étiez, elle était de combien la dette? Non, il n'existe pas celui-là. Dites-moi, en 94, je n'y étais pas. En 90, l'encours de la dette était de 23 millions d'euros avec un taux qui était de 12,2%. Ramenez-nous Est-ce qu'à cette époque-là, M. Uturi... Ramenez-nous au mandat précédent. Est-ce qu'à cette époque-là, M. Uturi... Je comprends que ça vous gêne, mais est-ce qu'à cette époque-là, M. Uturi, vous trouviez qu'avec une dette 4 fois supérieure et un taux d'intérêt qui était 2 fois et demi supérieur, la ville était endettée? Il faudrait comparer pour ça les réalisations qui avaient été faites et leur dimension Alors sociale. aujourd'hui,
Aujourd'hui, la dette de la ville a augmenté de 800 000 euros en 6 ans, c'est-à-dire que nous nous retrouvons avec 5 518 000 euros, c'est le compte administratif 2006, quand en 2000, nous étions à 4 759 000 euros. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le montant de la dette indiscutable. par habitant à la fin de l'année 2000 ? Mais Le montant de la dette par habitant à la fin de l'année 2000, je ne l'ai pas. Alors, mais je vais c'est vous le simple, dire. à la fin de l'année 2000, c'était 457 000 euros. Et donc, ça devait nous amener à... 222 euros par habitant. Non, c'est impossible. Messieurs, est-ce que les 222 enjeux... euros par C'est habitant. impossible. Et Messieurs, nous avons un débat 640 financier et qui n'est pas très radiophonique. et Qui n'est pas très 858. radiophonique. Mais- Alors, Non, mais on peut- est-ce que les enjeux financiers ne sont pas les enjeux de l'intercommunalité ? Alors, Non, pourquoi ? il y a un certain nombre de décisions économiques qui sont prises au niveau de Oui. l'intercommunalité. Alors, il faudrait peut-être Et parler de l'intercommunalité. Peut-être Non, de non. poser une question à M. Non, non, Thury. attendez. Si vous êtes élu maire, qui c'est qui va présider la communauté des communes ? Alors vous avez bien compris que je ne suis pas encore élu maire. Non, mais si. Que j'ai quelqu'un qui bouge encore un petit peu en face de moi. Donc, si nous sommes actuellement dans le match. Voilà, c'est le langage du sportif qui va... Hervé Lucberet a du plaisir à me renvoyer systématiquement à l'image unique du sportif en disant que je suis un très bon rugbyman. Ça me C'est flatte vous qui avez beaucoup. dit que je n'étais pas Non. en équipe première. Ça me flatte beaucoup, mais j'ai pas été un très bon rugbyman. J'étais un rugbyman honnête qui jouait Voilà. dans un groupe performant, un petit peu comme maintenant d'ailleurs. Bon. Voilà. Par contre, ça vous permettait de vous dire à vous-même que vous aviez été un très bon maire sur la presse d'hier. Oui, et je suis assez fier du bilan qui est issu voilà, de mon équipe. voilà, et ça me effectivement. conforte dans l'idée que j'aurais dû vous Voilà. souhaiter la bonne fête le jour de la Saint-Modeste. Voilà. L'intercommunalité, La communauté de communes. la communauté de Au moins, je communes, m'assume. vous me demandez en gros ce qui s'occupera de l'intercommunalité. J'ai dit sur tous les tons que dans notre liste, nous n'étions pas encombrés par des perspectives carriéristes en matière de politique. Donc, je ne vais pas vous dire qui c'est, je ne vais pas vous dire ou qui ne se sera pas, je vais vous dire simplement... Vous serez candidat dans cette hypothèse en tout cas ou pas ? C'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais c'est Simplement, pas exclu non plus. C'est pas évident du tout. Simplement, ce que je veux vous dire, simplement, c'est que nous sommes dans la partie et que dès que nous sortirons dans la partie, nous ne serons plus dans le match. Nous avons de fortes chances de le gagner, ce match-là. J'ai le sentiment que nous sommes arrivés à la hauteur de nos adversaires, en étant partis d'un petit peu loin, parce que nous avions des problèmes internes à régler en matière d'unité. Ils sont réglés. Pour la Saint-Modeste, donc- vous êtes pas mal aussi. Et donc, non, je dis, je ne fais pas On preuve se la souhaitera ensemble. Je je vous ne fais offrirai pas des preuve fleurs. d'immodestie en disant que j'ai le sentiment d'avoir rassemblé mes amis autour de moi. Mais moi aussi. Une dernière question quand même. Les deux doivent répondre Non, mais j'ai évidemment. pas- Attendez. je m'excuse de vous dire que M. Thury n'a toujours pas dit de combien il a augmenté les impôts locaux. C'est une... Alors, Il reste toujours dans le flou. est-ce que ce mais sont il faut les être impôts précis. de la ville? Il faut Alors- aussi parler peut-être de la création d'une 4e colonne. Est-ce que Oui. c'est une bien, par exemple, éventualité, qu'est-ce qu'il va c'est-à-dire faire, lui que l'intercommunalité se dote d'une fiscalité propre? C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que Si. ça sera le cas demain? Bien sûr qu'elle a une Propre fiscalité propre. auprès C'est des la taxe professionnelle unique. Voilà, mais là auprès des foyers. Eh bien, en oloronais. ce qui me concerne, il n'y aura pas de 4e colonne. C'est clair. Voilà, il n'a jamais été question non plus pour nous de créer une 4e colonne. Et je doute que les projets que met en place M. Lucberet tant à la commune de Laurent, mais enfin, là, c'est l'intercommunalité. Là, et donc, on est J'ai dit pendant 7 hors ans que je sujet. n'augmenterai pas les impôts locaux, ils n'ont pas Oui, été mais vous augmentés. vous J'ai tiendrez tenu pas- mes vous- promesses. Vous ne tiendrez pas, c'est clair. J'ai tenu mes promesses. S'agissant de l'augmentation des impôts locaux et s'agissant de l'intercommunalité, si vous voulez bien, on en parlera plus tard. Ah. C'est pas que je veuille m'en Comme échapper. Béatex. Non, c'est pas que je veuille m'en échapper, mais tout simplement, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Si ce n'est que je souhaiterais simplifier un petit peu les démarches et éviter ces empilements de structures qui servent davantage, à mon avis, à créer des postes et à créer de la complication qu'à simplifier les choses par rapport au commerce, par rapport au développement. Je me demande où était votre directeur des affaires économiques, ancien chargé de mission de l'UMEP au Conseil régional à Bordeaux, pendant la dernière année où se profilaient tous les problèmes de Béatex, par exemple. Voilà. On n'a Mais pas il- entendu il- beaucoup il sa était en voix, réunion avec et on moi. n'a pas entendu beaucoup la Il vôtre. était en réunion avec moi. Par rapport à l'augmentation des impôts locaux, parce que je ne veux pas laisser entendre que je m'échappe de cette question-là, je ne vois pas effectivement comment on peut à la fois maintenir la voilure des projets, accepter la stabilité des ressources de la taxe professionnelle qui nous arrive maintenant par le crible de l'intercommunalité, ça sera un petit peu long à expliquer, envisager une réduction de l'État qui est en faillite d'après les dires de M. Fillon, dont vous vous revendiquez beaucoup d'ailleurs depuis quelques temps, plutôt que de Nicolas Sarkozy, et maintenir les projets et en même temps ne pas augmenter les ressources. Donc forcément, il y aura un moment où ça coincera et l'audit que nous commanderons
si les Oloronais nous choisissent dans quelques jours, indiquera quelles seront les décisions à prendre. Deux questions politiques. Attendez, Oui. pardon, mais Oui. puisque M. Uturi dit qu'il ne peut pas réaliser son projet sans augmenter les impôts, c'est ce qui vient d'être dit, et que naturellement, pour justifier ça, il faudra faire un audit qui naturellement l'arrangera, moi je lui répondrai deux choses. Premièrement, il peut déjà faire une économie de fonctionnement parce qu'il va avoir, d'une part, le rapport du Trésor public qui va lui être remis dans quelques jours. Il a d'autre part un rapport qui est fait tous les ans par Dexia, et il aura en plus un rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc il n'est pas utile de gaspiller de l'argent pour faire un audit, vous aurez les renseignements. Par contre, la différence entre vous et moi, c'est que vous ne concevez pas l'investissement de la ville autrement que financé par le contribuable oloronais. Mais, M. Uturi, il faut quand même connaître un minimum la stratégie de notre ville. Lorsque je dis qu'on joue sur les maîtres d'ouvrage, c'est faire payer par un certain nombre d'autres personnes les investissements qui sont chez nous. Avec les résultats Lorsque que je cela dis donne. qu'on poursuit les recherches de subventions et de contractualisation, eh bien, ça veut dire que le contrat ville moyenne, le contrat communautaire de développement, le contrat station, le contrat site majeur, les dossiers Interreg, le pôle d'excellence rurale qu'on a obtenu, le projet leader qu'on est en train de monter ou le contrat de pays vont nous apporter des capacités financières. Lorsque je vous dis qu'on a une capacité d'emprunt qui a été préservée, c'est parce que la dette par habitant de chaque Oloronais, elle est de 40% inférieure à la moyenne des villes de notre strate. Ce qui compte, c'est la tendance. Ce qui veut dire, M. Uturi, que nous pourrions emprunter 40% de plus que notre encours sans pour autant mettre en péril les Et le finances de la rembourser ville. sur 25 ans. Deuxièmement, M. Uturi, l'évolution financière normale de notre ville, ce projet d'urbanisme que vous vilipendez en permanence, nous apporte 200 000 euros de plus de taxes par an. 200 000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et de frais de fonctionnement. Cela représente 10% d'augmentation des impôts. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'augmenter les impôts. 1% d'impôt, c'est 20 000 euros. Et puis 200 000 euros qui tombent tous les ans, c'est sans augmenter les impôts. La fin des emprunts, vous dites on a transféré des emprunts à CCP. Oui, mais ils se terminent quand ? En 2011. En 2011, c'est 300 000 euros de plus qui vont rentrer dans les caisses de la ville tous les ans. Et la dotation de solidarité communautaire, vous avez dit que c'était bloqué la taxe professionnelle. C'est fini à partir de 2008. Vous devriez le savoir. À partir de ce moment-là, vous voyez bien que la marge de financement de la ville est totale et que lorsque nous proposons, nous, d'investir 30 millions d'euros, ce qui est, si j'ai cru comprendre, bien que chez vous, ce soit très fluctuant, à peu près le même volume que vous, nous savons que nous pouvons le financer. Écoutez, non, par rapport à la dernière intervention, je vous demande comment, M. Lubéreil, avec un projet d'investissement de 4 millions d'euros par an, vous pouvez financer un projet tel que vous le présentez, sachant que... attendez, s'il vous plaît. Sachant que la partie sportive, par exemple, avec 2 salles de sport, avec une salle de boxe, avec un nouveau bassin à la piscine, avec un bassin nautique, avec un parcours santé dans chaque quartier, en absorberait pratiquement 60%. Est-ce à dire que vous voulez tout consacrer au sport, ou est-ce à dire que vous voulez tout... Alors, écoutez, M. Lubéreil, à 60 ou 70% chacun de ces équipements. Oui. Adoptez le ton professoral que vous voulez. Vous n'êtes pas mon prof d'économie. Moi, ce que je veux, c'est, si j'arrive au pouvoir avec mon équipe, c'est pouvoir me regarder dans une glace, et je veux que les Oloronais se reconnaissent en moi. Mais ne me donnez pas une leçon de moralité. Vous avez l'air de dire que moi, je ne peux pas me regarder dans une glace. Je veux vous dire que les Oloronais ne se reconnaissent pas en vous parce que vous leur avez implanté la ZUP en plein centre-ville. D'accord. Je veux dire que les Oloronais ne se reconnaissent pas en un maire qui a livré la ville aux promoteurs et qui n'avait pour souci que de mettre le maximum de mètres carrés par rapport au mètre carré au sol. Ils ne se reconnaissent pas non plus dans un maire qui a livré le destin de la ville à travers tous ces grands chantiers à une seule société, la CEPA, dont vous êtes le président. Je voudrais dire que les maires les Oloronais ne se reconnaissent pas non plus dans un maire qui méprise les professions comme celle du commerce ou celle de l'hôtellerie quand vous les envoyez balader. Je veux dire aussi que les Oloronais ne se reconnaissent pas dans le clientélisme et dans l'instrumentalisation de la précarité. Il se dit, et j'ai des témoignages, qu'il suffit de venir larmoyer pour, et je ne veux pas instrumentaliser moi non plus la précarité, dans votre bureau et d'être en délicatesse pour 50 € et d'en repartir avec 150 €. Les Oloronais n'admettront pas de voter sous pression. Et les Oloronais ne veulent pas d'une police municipale. Vous avez dit le contraire maintenant, mais en fait, vous avez prononcé sur tous les tons que vous la vouliez. En 2001, vous avez gagné par
défaut. Ce n'était pas un accident démocratique. Je respecte le choix des Oloronais. Ils nous ont mis dans une configuration où ils nous ont poussés à réfléchir davantage et à prendre conscience des choses. Nous avons tiré les conclusions. Nous avons écouté la ville dans ses pulsations. Vous avez gagné les élections d'Oloron, mais vous n'avez pas gagné le cœur des Oloronais parce que vous avez été futile par moments, parce que vous avez été méprisant par d'autres moments, parce que si votre bureau est magnifique, d'autres secteurs, y compris à la mairie, ont été négligés, et parce que vous n'avez pas écouté les vraies attentes des Oloronais. Et les Oloronais pourraient vous le signifier, et je les invite à vous le signifier dès dimanche prochain, en votant pour la liste que j'ai le plaisir, l'honneur de conduire, et qui allie à la fois la détermination, le bon sens, la simplicité et pas le simplisme, et une totale disponibilité. Et je voudrais, en tous les cas, dire à ce micro qu'ils peuvent compter sur ma totale disponibilité que vous avez mise en question récemment. Monsieur Luc Béreil. Écoutez, je pense que les Oloronais auront jugé de la force de persuasion du leader de l'opposition en constatant qu'il venait de lire un texte préparé d'avance, c'est-à-dire qu'avant même que le débat ait eu lieu, il en avait tiré les conclusions. Vous en avez lu des pages. On voit bien d'ailleurs, Monsieur Uturi, en vous écoutant, que ce que je disais au tout début de cette intervention, à savoir que rien ne nous est pardonné, eh bien, est évident. Vous venez de dire tout ce que vous trouviez de mal dans l'action que nous avions menée. Naturellement, il n'y a pas eu une seule bribe d'éléments positifs dans notre action. Je pense quand même qu'il y en a un petit peu. Et par contre, dans votre conclusion, je n'ai pas vu non plus l'ombre d'une proposition, ce qui me laisse entendre ce que je pensais depuis le début, qu'en fait, ce que vous nous proposez, c'est de revenir à l'immobilisme. Alors, moi, ce que j'ai vu, 1, vous avez un discours négatif. 2, vous augmentez les impôts, mais vous ne dites pas de combien. 3, vous devez prendre des décisions, mais vous les ramenez au lendemain de l'élection, de peur sans doute de dire des choses qui ne conviennent pas. 4, il n'y a aucun chiffrage dans les éléments que vous nous donnez. Vous ne connaissez pas le budget de la ville. Vous ne savez pas ce que représente 1% d'augmentation des impôts. Vous ne savez pas quand s'arrêtent les emprunts transférés à la communauté de communes. J'ai vécu avant vous. Nous venons d'en avoir la preuve, monsieur Uturi. Alors, moi je dis aux Oloronais de manière beaucoup plus simple. Il y a le discours et il y a les faits. Depuis 7 ans, nous avons promis le changement dans la sérénité. En toute bonne foi. Tout Oloronais qui circule dans cette ville peut constater que cette ville a changé, que cette ville a bougé. Il peut porter le jugement qu'il veut sur la nature de ce changement, mais indéniablement, il ne peut pas dire que nous n'avons pas fait bouger cette cité. Et nous l'avons fait dans la sérénité. Parce qu'à l'encontre du discours que vous tenez, un petit peu agressif, monsieur Uturi, notamment votre conclusion, et qui vise finalement toujours à opposer les gens les uns contre les autres, nous prônons au contraire le rassemblement. Nous disons donc aux Oloronais que s'ils votent pour nous, ils choisiront de continuer le changement avec une inflexion majeure, c'est que le temps des grandes constructions se termine et que nous allons passer maintenant au temps de l'amélioration de la vie quotidienne. Parce que vous n'avez pas et les ils moyens savent de faire comment. autre chose. Et par contre, monsieur Uturi, mais ça coûte plus cher le fonctionnement que l'investissement. Oui, Et par contre, monsieur Uturi, ils auront vu, en lisant la composition de votre liste, qui ressemble étrangement à celle que vous aviez déjà présentée il y a quelques années, avec des élus qui sont en affaire depuis 20 ans pour certains, des adjoints qui ressortent, nous depuis 7 ans, qui sont en place depuis 20 ans, eh bien, ils auront vu, devant le peu de propositions qui sont les vôtres, et devant le peu d'ambition qui vous anime, sinon celle de faire un audit pour voir où on en est, comme si en 7 ans de leadership de l'opposition, vous n'aviez pas été capable de voir évoluer les choses, ils auront naturellement compris que leur choix est entre le changement avec nous ou l'immobilisme avec vous, et ne leur dictez pas ce qu'ils ont à faire. Ils le feront en toute sérénité dimanche soir, et c'est eux qui trancheront et qui diront si c'est vous ou si c'est nous qui avons été dans le bon sens. Ça s'appelle la démocratie. Et respectez-la. Les meilleures choses ont une fin, donc je remercie Patrice Sanchez et le journal Sud-Ouest. Donc je remercie encore les candidats. Et puis j'ai un scoop dimanche soir, un des deux sera le maire d'Oloron pour la nouvelle mandature. Bureau de vote par bureau de vote, minute par minute. Les résultats des élections municipales et cantonales sur Radio Oloron 89.2, dimanche 9 mars, à partir de 18h30.